Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter l'habit de combat pour les pompiers. Je me présente Joey, ici mon collègue Eric. Pour commencer, un pompier quand il arrive pour un appel, il commence souvent par les bottes et la salopette. Les bottes, dans le fond, c'est des capes d'acier. C'est pour, quand on rentre dans la maison, ça se peut qu'il y ait des débris qui tombent, ça nous protège les orteils, puis ça nous permet d'être plus efficace. Sont aussi des bottes de pluie dans le fond, mais plus solides. Ici, on a notre salopette. Dans la salopette, on a des grosses poches. Dedans, on peut mettre des équipements, souvent nos gants aussi. Pour moi, je préfère avoir chacun un Pierrick aussi. On préfère avoir les gants du côté respectif de la main. C'est plus pratique, on se perd moins quand on les enfile. Ensuite de ça, quand on a mis la salopette, si on a un feu fondé, on met de la cagoule pour être sûr qu'elle soit bien placée dans le manteau. La cagoule, dans le fond, ça permet que l'appareil respiratoire avec la partie faciale, qu'on n'ait pas le cou à découvert. Donc, ça vient protéger le cou des brûlures et de la contamination par la fumée. Ensuite de ça, on met l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, c'est notre vie, dans le fond. Elle nous permet d'être sécuritaire dans le feu. Il faut qu'elle soit vérifiée très souvent, hebdomadairement le plus souvent, ou à chaque début de quart de chiffre si on est en plein. Dans le fond, nous, on vérifie les straps. Ici, on vérifie s'il y a assez d'air. On vérifie si tous les tuyaux pour rendre l'air au visage fonctionnent, qu'il n'y ait pas de fuite. Parce qu'aussitôt qu'il y a un problème, c'est pas le temps de devoir le régler quand la maison brûle puis on est devant. Comme je disais, les gants sont du bon côté. Puis dans le fond, Eric, là, il va vous montrer comment on met la partie faciale. Comme vous voyez, là, il l'a mis, mais il y a beaucoup de parties à découvert de la partie faciale. C'est pour ça qu'on a mis la cagoule avant. Comme ça, regardez, ça couvre toute la tête, donc on est en sécurité le plus possible avec la fumée et les flammes. Ensuite, on met le casque. On a une roulette pour l'ajouter comme presque n'importe quel casque. Tout dépendant si on a la cagoule ou la partie faciale ou pas, on peut ajuster la roulette. Puis, voilà un pompier all dress, comme je peux me permettre. Avec les gants. Voilà notre super beau pompier Eric, qui est prêt à vous sauver vos chats et vos enfants. On va vous présenter l'appareil respiratoire qui est communément appelé l'APRIA pour les pompiers. Au service incendie à Saint-Colomban, on a 20 appareils comme ça respiratoires distribués dans tous les véhicules d'intervention. Dans le fond, ce que c'est un cylindre d'air comprimé raccordé à un harnais qui est monté pour ça, qui est fabriqué pour ça. Le cylindre a une capacité d'air respirable de 30 minutes et une pression de 4500 PSI dedans. Nous, ce qu'on fait, on raccorde le cylindre sur le harnais qui va pouvoir distribuer notre air jusqu'à notre mano détendeur que lui, on va raccorder sur notre partie faciale. Directement ici, qui va nous permettre d'être alimenté en pression positive dans notre masque. C'est important de comprendre que le masque, lui, il est conçu pour ce modèle-là et il est résistant à la chaleur, flamme et aux intempéries aussi. Chaque semaine, nous, les appareils respiratoires sont vérifiés au service par les pompiers ou après chaque intervention qui ont été utilisés. Dans le fond, ce qu'on fait comme vérification, on s'assure que toutes nos sangles sont bien loussées pour la ceinture, pour nos épaules aussi. On les lousse au complet. On s'assure qu'on a 4500 livres de pression dans notre cylindre puisque c'est directement relié à notre protection des voies respiratoires là, comme appareil. On s'assure aussi qu'on a notre avertisseur de détresse ici et qui est fonctionnel. Lui va nous permettre d'être activé manuellement ou si jamais on ne bouge pas pendant plus de 30 secondes, il va se mettre en fonction. Il va faire un petit bruit strident un peu comme ça. Donc ça, c'est vérifié aussi
avec l'appareil respiratoire. Ça va aider les pompiers à, si jamais ils ont une problématique, tombent en détresse, sont désorientés, vont pouvoir activer ça pour être repérés par un collègue. Ensuite, on vérifie notre manomètre de pression qui doit avoir la même pression que sur notre cylindre d'air. Par la suite, on vérifie l'état général et on le remet en place dans notre véhicule d'intervention. Si jamais il y a des modifications à apporter, bien, on va faire les réparations par le fournisseur ou le réparateur autorisé. Et, Bonjour. Là, on va vous présenter les différents outils qu'on utilise au service. Pour commencer, on a la grosse scie ici, puis la scie à chaîne, qui nous sert d'ailleurs et d'avant tout à nous créer des ouvertures, soit pour faciliter la ventilation au niveau de la toiture, pour éviter les gaz chauds, pour permettre aux pompiers de pouvoir pénétrer à l'intérieur. Nous en avons ici qui est une lame ajustable pour nous permettre justement de ne pas trop affaiblir la structure du toit, pour nous permettre justement de pouvoir continuer à fonctionner puis à travailler sur le toit. Par la suite, nous avons ce qu'on appelle des outils manuels. Nous avons ici une gaffe. Nous avons la hache qui nous permet justement de créer différentes ouvertures à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir justement en faire l'exploration, soit dans le bas des murs et dans le haut. Par la suite, nous avons aussi les lances de protection pour les pompiers. Tout type de lance, on en retrouve dans tous les véhicules. Sinon, on a aussi ce qui nous permet de faire des jets d'attaque de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment, soit par les murs ou par le toit, avec la lance qu'on appelle la lance perforatrice. Aussi, ce qu'on retrouve dans nos véhicules et aussi à la maison, on a ce qu'on appelle un extincteur. L'extincteur, ce qui vous est fortement suggéré, c'est d'en avoir un à la maison. Le format, malheureusement, est optionnel. Puis, comme dans d'autres exemples, lorsqu'on fait du porte-à-porte, on vous présente l'objet, on vous démontre comment l'utiliser. On vous présente aussi de quelle manière le garder fonctionnel. Puis, comme c'est indiqué ici, c'est vraiment, vraiment important de regarder la flèche indicatrice qui vous dit si l'extincteur est plein ou vide ou à remplacer. Si vous n'êtes toujours pas capable de l'utiliser malgré ces informations-là, vous pouvez toujours appeler au service incendie pour avoir plus ample détail. Mais si vient le moment, sur l'instant du moment, et vous êtes inquiet de vous en servir, vous ne savez pas comment vous en servir au moment opportun, on vous demande bien évidemment de sortir de la maison et de nous appeler par la suite. Dans un même optique, lorsqu'on fait de la prévention, on vous présente ces deux objets-là souvent. Un est un avertisseur de fumée. Lui est demandé et exigé dans chaque étage de votre appartement et non pas nécessairement au niveau de chaque chambre. L'autre, on appelle ça un avertisseur de monoxyde de carbone, est en lien avec tout appareil qui produit un gaz combustible, soit un foyer au gaz propane, un foyer au gaz naturel, un foyer à granules, un foyer au bois, tout ce qui est combustible qui est brûlé à ce moment-là, c'est nécessaire d'en avoir un. Sur ce, pour plus de détails, c'est sûr et certain, tout appareil tel que mentionné, eux, ont une date d'opération de 10 ans maximum. Bien évidemment, on vous demande de changer les batteries, même que ça ferait 20 ans que vous avez un appareil, puis il a toujours fonctionné selon vous. Oui, mais la journée que vous allez en avoir de besoin, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, même si vous avez changé les batteries. Donc, juste vous référer à la date, avec la date du fabricant. Les conseils sont tous inscrits à l'intérieur de la manière de l'installer et autres. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez vous référer au service incendie. Donc, maintenant, on va parler des outils qu'on utilise lors d'un accident de voiture. Eric vous montre présentement le moteur hydraulique. Dans le fond, c'est un moteur à essence il crée une pression hydraulique. Il envoie cette pression-là dans les tuyaux sélectionnés. Puis, tout dépendant de nos besoins,
on va choisir l'outil qui nous convient. Puis on a juste 2 sets de tuyaux, donc on choisit ce qui est le mieux. Ici, on a les ciseaux ou le couteau. Dans le fond, c'est carrément, on dirait des pinces de homard. C'est fait pour couper des montants, si on peut dire, des autos. Si, mettons, on a des parties difficiles d'accès, ça, on peut s'en servir pour couper et ensuite plier avec les pinces ici. Les pinces, dans le fond, ça peut soit écarter ou pincer la carrosserie ou le châssis de l'auto. Très pratique. On s'en sert souvent lorsqu'on a besoin des outils hydrauliques. Ici, on a le cylindre hydraulique qu'on appelle dans notre jargon le RAM. Ça, dans le fond, c'est pratique pour, dans un accident, dans un face-à-face, des fois, la personne peut être prise dans les pédales du conducteur. Donc, on va devoir être pris à soulever le tableau de bord pour libérer les jambes de la personne. Donc, ça, on peut l'utiliser pour faire ça. Ensuite de ça, ici, on a nos sacs d'outils pour les accidents. On l'appelle ici le crash kit. À l'intérieur, on a tous les outils qui est par rapport aux composants de la voiture. On a la scie à pare-brise qui scie vraiment efficacement le pare-brise en avant parce que le pare-brise n'est pas fait de vitre qui se casse en 1000 morceaux. Il est laminé, donc on ne peut pas la casser avec un poinçon, par exemple. Le poinçon, ça ressemble à ça ici. Ça c'est la... Ouais, c'est ça. Le poinçon, dans le fond, c'est pour casser les autres vitres autour de la voiture qui se cassent en 1000 morceaux. C'est ça. On a les tournevis, on a des tournevis à valve de pneus, on a nos gants, nos lunettes, tout ce qu'il faut pour intervenir sur un accident. Donc, c'est ça.